Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, direction l'Écosse où le souverain s'est rendu cette semaine avec la Fondation Prince Albert II. Nous parlerons culture avec l'artiste Thierry Biche qui expose à l'Opéra Galerie. Nous assisterons au premier événement du club Fit for Business Monaco. Nous rencontrerons le skipper Giovanni Soldini qui a présenté les grands rendez-vous de sa saison 2016 à la barre de son nouveau Multi 70 Maserati. Et enfin, pour terminer, nous reviendrons sur la reprise de l'entraînement de l'AS Monaco Football Club. Direction l'Écosse à présent, où le souverain s'est rendu à l'université d'Édimbourg pour y parler environnement et protection de la planète. Il a par ailleurs été élevé au rang de docteur honoris causa, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la princesse Anne. Dominique Poulain vous en dit plus sur des images de Serge Prémont. La journée du Prince Albert commence à l'université d'Édimbourg, l'une des plus prestigieuses d'Europe et du monde. Après avoir compté parmi ses étudiants des inventeurs de la révolution industrielle, elle est aujourd'hui pionnière dans l'informatique, la géologie, la chimie et la médecine. Elle a par ailleurs lancé à la rentrée 2015 un master en management du carbone. Dans cette salle de conférence, le souverain s'entretient avec le professeur Sandy Tudop, le directeur de l'Institut Géosciences de l'université. Autour de la table, d'autres professeurs de l'université, Evelyne Ginta, l'ambassadeur de Monaco en Grande-Bretagne, ou encore Bernard Fautrier, le vice-président de la Fondation Prince Albert II. Au cours de cette réunion, on y parle du développement des énergies nouvelles, du réchauffement climatique et de la protection de l'environnement en général. Des thèmes qui sont au centre des préoccupations de cette université et de la Fondation Prince Albert II. Avec cette université d'Édimbourg, avec laquelle nous avons un partenariat maintenant entre la Fondation et l'université et qui est très prometteur parce qu'ils ont beaucoup de très bons scientifiques en sciences de la Terre et particulièrement aussi en sciences marines. Et je crois qu'on va pouvoir établir des liens très intéressants et des projets très très intéressants, notamment sans doute que la Fondation puisse soutenir. Il faut que ça soit encore approuvé par notre conseil d'administration, mais pour soutenir des bourses pour des chercheurs dans un cours qui est fait par online, qui est fait donc par moyens technologiques et donc c'est très intéressant et je pense que pour l'avenir ça sera vraiment une voie intéressante pour l'éducation et notamment dans les sciences liées à l'environnement. Le Prince Albert II avait eu le privilège de visiter cette université il y a près de 2 ans. À la suite de cette première visite, avaient eu lieu des échanges, des dialogues et une volonté de travailler ensemble sur l'avenir de la planète. Une grande partie de la visite est consacrée, je dirais, au suivi d'un accord que l'on a avec l'université d'Édimbourg. Le prince avait visité l'université il y a environ 18 mois. On a signé un accord cadre de partenariat pour un échange de bonnes pratiques et de bonnes informations, il y a très exactement 1 an d'ailleurs. Cet échange prévoit des rencontres périodiques, donc il y a aussi cet aspect de rencontres périodiques et on a pu tout à l'heure faire le point sur un certain nombre de thèmes, je dirais, d'intérêt commun en matière de préservation de l'environnement marin, en matière de préservation des forêts notamment, donc la tonalité environnementale est certaine. La réunion terminée, le souverain répond pendant une quinzaine de minutes à une interview pour le site web de l'université. Fondée en 1583, l'université d'Édimbourg est la 4e plus ancienne université d'Écosse, après celle de St Andrews, de Glasgow et d'Aberdeen. Édimbourg est la capitale et le centre financier de l'Écosse. La ville, qui compte quelques 500 000 habitants, est construite sur des collines volcaniques qui donnent chacune un point de vue différent sur la ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis les années 90. Elle est dominée par son château, dont les fondations remontent au 7e siècle.
L'image de Monaco a considérablement évolué au Royaume-Uni, où une centaine de monégasques s'est installée, principalement des étudiants. Bien sûr, le côté glamour, les lieux magiques de la principauté et la famille princière sont connus de tous. Mais dans les milieux économiques et financiers, les leaders savent ce que représente Monaco en termes de dynamisme économique. Monaco a eu un consulat général pendant 3 ans qui est maintenant devenu une ambassade dont nous sommes présents en Grande-Bretagne depuis une dizaine d'années. Et notre travail est surtout bien évidemment de nous occuper des monégasques qui viennent en Grande-Bretagne et en même temps de défendre la vision réelle de la principauté devant les Britanniques. Quelle est l'image justement de la principauté ici ? La principauté est de plus en plus en train de s'éloigner de l'image d'un lieu qui était réservé à des gens très riches venant s'installer à Monaco pour des raisons fiscales, vers un lieu parfaitement régulé où des gens viennent pour vivre et travailler. Le moment fort de la journée se déroule dans une autre tour de l'université, dans le théâtre, où le prince Albert met la robe universitaire, appelée également la toge. C'est le vêtement que portent les étudiants lors de la remise des diplômes. Il s'entretient aussi avec la princesse Anne, la fille de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Dans cet endroit prestigieux, le prince Albert est élevé au rang de docteur honoris causa, un titre attribué par procédure d'exception pour distinguer une personnalité dont les connaissances sont considérées comme exemplaires. Le prince Albert est honoré pour sa contribution dans la défense de l'environnement, une distinction décernée qu'à très peu de personnes. Parmi les privilégiés, Bill Clinton, J.K. Rowling, Jackie Stewart, Neil Armstrong, Bill Gates ou encore Annie Lennox, la chanteuse du groupe Eurythmics. Un moment fort et chargé d'émotions pour le prince Albert. Son arrière-grand-père, le prince Albert Ier, prince de Monaco entre 1889 et 1922, avait reçu cette distinction en 1907. J'ai eu j'ai eu le privilège d'avoir plusieurs diplômes honorifiques d'autres universités, mais celui-ci est particulier, d'abord parce qu'il y a un lien historique avec l'université d'Édimbourg, par le prince Albert Ier, qui lui aussi a reçu, en son temps, il y a 119 ans, un doctorat honoris causa, mais en droit, alors que le mien est apparemment en sciences, alors que ça aurait peut-être dû être l'inverse. Mais mais je suis très heureux, très honoré de recevoir ce diplôme des mains de la princesse Anne. Le souverain assiste ensuite à la remise des diplômes des étudiants de l'université écossaise. Quelques 300 étudiants des départements des sciences, de biologie, de philosophie, de géologie, de physique et de géographie reçoivent leur diplôme des mains de la princesse Anne, présidente de l'université d'Édimbourg. Après la photo souvenir, la journée du prince Albert s'achève dans un autre endroit prestigieux, la bibliothèque, qui se trouve au sein même de l'université et qui rassemble plusieurs milliers d'ouvrages. C'est dans cette bibliothèque qu'est donné un dîner de gala en l'honneur du prince Albert, en présence de nombreuses personnalités et des membres de l'université. L'occasion pour le souverain de les remercier pour cet accueil, de rappeler que c'est avec un grand plaisir qu'il est de retour en Écosse et qu'il était ravi de voir la force des liens qui unissent la principauté et l'Écosse. Retour en principauté, cette semaine est marquée par le 10e anniversaire de la fondation Prince Albert II qui s'est associée à l'artiste Thierry Biche. Il expose actuellement à l'Opéra Galerie. Écoutons-le à ce sujet. Delete, c'est une campagne de sensibilisation à la menace qui pèse sur un grand nombre d'espèces. Comme tout le monde le sait, c'est une sensibilisation aux populations urbaines particulièrement. Parce que les populations des campagnes, souvent, ils sont beaucoup plus sensibles, parce qu'on voit évidemment en ville beaucoup moins d'animaux, encore moins des rhinocéros. Mais en même temps, c'est une petite sonnette d'alarme, pas du tout agressive, mais toujours pour rappeler que tout est lié. Souvent les gens me demandent, mais tu parles des animaux, mais peut-être faudrait s'occuper des humains, des plantes, mais tout est lié. Tout est lié. Absolument, oui. Si on s'occupe des animaux, qu'on les préserve, qu'on y fait attention, on s'occupe du reste. Tout est lié, c'est la même chose. Vous disiez donc une prise de conscience non agressive et c'est vrai que partout en principauté, on peut voir des bâches, des grands panneaux et même des vidéos. C'est justement donc pour toucher le plus large public urbain. Exactement, exactement.
Là, on est à côté d'un rhinocéros noir. Derrière moi, il y a un panda bien connu. Tous ces animaux, aujourd'hui, sont menacés à cause de l'activité humaine. Thierry Biche était interrogé par Sandrine Nègre et sachez que vous pourrez retrouver un regard extérieur dédié à cet artiste très prochainement sur Monaco Info. Et dans un tout autre registre, mardi soir, le club Fit for Business de Monaco organisait son premier événement. Deux rugbymen étaient présents pour parler de leur expérience. Le récit de Jérémy Ballester. Lancé en 2013 à Dubaï, le club Fit for Business est officiellement arrivé en principauté ce mardi soir. Pour son premier événement, Fit for Business était donc au Wine Palace, le bar à vin au pied du Yacht Club de Monaco. Dans un lieu convivial avec un nombre d'invités restreint, Fit for Business a pu se faire connaître des entreprises monégasques, car le principe de ce club est simple, promouvoir les échanges entre le monde du sport et le business. Nous pensons qu'entre le sport et le business, il y a beaucoup de connexions, c'est-à-dire que souvent les businessmen ont tendance à être attirés par le monde du sport, par rapport aux valeurs, le mental du sportif, tout ce qui tourne autour des valeurs du sport, l'éthique professionnelle, le comportement devant les revers, devant les obstacles. Lors d'événements comme celui-ci, les dirigeants d'entreprises peuvent se rendre compte de l'importance du sport pour le business. They're very similar in terms of many attributes in terms of leadership. Le sport et le business ont beaucoup de points communs, comme le leadership ou le travail d'équipe. En sport, le temps est beaucoup plus réduit que dans le business. En sport, quand ça ne va pas, on s'en rend compte immédiatement en perdant le match. Surtout, il permet de forger le caractère d'une personne. Sans ça, ces personnes ne pourraient pas réussir dans le business ou devenir des sportifs professionnels. Ça fait d'eux de meilleurs employés. Pour venir expliquer ce lien entre sport de haut niveau et business, le club Fit for Business fait appel lors de chaque événement à d'anciens ou actuels sportifs professionnels. À Dubaï déjà, les invités étaient majoritairement des rugbyman et ce mardi soir au Wine Palace, le rugby était encore à l'honneur avec le néo-zélandais Karl Eman et l'anglais Andrew Sheridan, tous deux anciens joueurs du RC Toulon. Les deux anciens piliers en sont sûrs, leur expérience est une plus-value pour les entreprises. En général, c'est l'équipe qui est très importante pour les deux. Quand on joue sport pour une équipe comme à Toulon, il faut avoir un esprit pour travailler pour tous les joueurs dans l'équipe et ça paraît avec le business. Nous, c'est vraiment important l'ambiance d'un groupe, qu'on travaille bien ensemble. C'est vraiment important dans le rugby. Donc, si on peut retransmettre quelque chose dans les business pour les groupes, pour la société, je pense pour eux, ça fait du bien de comprendre un peu de notre sport et notre métier. Après un bref apéritif sur la terrasse du Wine Palace, les deux rugbyman se sont prêtés au jeu du question-réponse pour expliquer à l'auditoire la manière dont un sportif ou un employé peut forger son mental et son esprit d'équipe. S'ils sont les premiers invités du club Fit for Business Monaco, Andrew Sheridan et Karl Eman ne sont pas encore les ambassadeurs du club. Plusieurs sportifs sont d'ailleurs en lice pour représenter l'image de l'association. Ce sera forcément des personnes qui sont actives dans le monde du sport. Nous avons plusieurs personnes sportifs que nous connaissons, avec qui nous avons d'excellents rapports et qui sont déjà très intéressés par ce que nous faisons. Il faudra attendre le prochain rendez-vous du Fit for Business pour connaître les ambassadeurs de Monaco. Mais après 2 ans passés à Dubaï et alors qu'il vient de s'installer en principauté, le club Fit for Business pense déjà à faire son apparition à Londres dans les prochains mois. Et dans le reste de l'actualité monégasque, Benjamin Valli, diplomate de la mission de Monaco à l'ONU, vient d'être élu vice-président de la 35e réunion des États parties au pacte international sur les droits civils et politiques. Cette réunion s'est tenue ce jeudi 23 juin avec pour objectif d'élire 9 nouveaux membres du comité des droits de l'homme. Ce comité a pour devoir d'étudier les rapports des États parties et formuler les recommandations sur la promotion et la mise en œuvre du pacte. Retour en principauté avec le traditionnel petit déjeuner du Monaco Press Club. Cette fois-ci, l'invité n'était autre que l'artiste de légende Mikhail Baryshnikov. Le metteur en scène emblématique Robert Wilson a travaillé avec l'ancien danseur sur une toute nouvelle création théâtrale basée sur les journaux intimes de Nijinsky. Ce dernier, qui à son apogée, était reconnu comme le danseur le plus célèbre au monde.
Et restons au Yacht Club de Monaco avec le skipper Giovanni Soldini qui a présenté les grands rendez-vous de sa saison 2016 à la barre de son Multi 70 Maserati, une année placée sous le signe des records et des régates, un reportage de Dominique Poulain. Ce voilier est le nouveau Multi 70 Maserati. Il mesure 21 mètres de long, près de 18 mètres de large, avec des mâts à 29 mètres. À son bord, le skipper italien Giovanni Soldini. À ses côtés, un équipage international composé de John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli et président de Fiat, ou encore Pierre Casiraghi, impatient de monter à bord de ce géant des mers. J'aimerais bien pouvoir naviguer même aujourd'hui. Je n'ai jamais essayé ce mode 70 de Maserati. Donc j'ai essayé un autre mode, celui d'Oman Sail. J'étais à Kiel, j'avais barré pendant la semaine de Kiel le mode d'Oman Sail. Celui-ci a des modifications qui ont été apportées vraiment importantes, qui ressemblent beaucoup au GC32 qu'on a avec Malizia. Donc je suis vachement intéressé vraiment de comprendre jusqu'où ils sont similaires. Et évidemment c'est un rêve, je pense pour tout navigateur, de pouvoir monter sur un tel bateau. Ce trimaran aux couleurs de Maserati a été présenté au Yacht Club de Monaco, l'occasion aussi pour le skipper de présenter les grands rendez-vous de sa saison, une saison au cours de laquelle Giovanni Soldini entend bien faire tomber de nouveaux records et briller dans quelques-unes des compétitions les plus disputées de la planète. On va faire la Mid-Sea Race, on va faire un transatlantique là, cet hiver en novembre. Et puis l'idée c'est d'aller sûrement faire la Transpac en juillet l'année prochaine. C'est un bateau aussi qui a une partie de recherche et développement assez important. Donc voilà, on part d'une base qui est vraiment déjà super bien, mais on a un gros boulot pour le futur pour essayer d'optimiser tout ça, pour aller en haute mer et faire de grandes traversées très vite. En septembre prochain, Giovanni Soldini et son Maserati Multi 70 tenteront de battre le record entre Monaco et Porto Cervo en Sardaigne, un record établi en 2012 en 10 heures et 13 minutes. Restons dans le domaine du sport et plus précisément du football avec la reprise de l'entraînement de l'AS Monaco. Un entraînement ouvert au public sur lequel revient Émile Rousseau sur des images de l'AS Monaco TV. L'effectif n'est pas encore au complet, mais l'heure de la reprise a bel et bien débuté pour les joueurs de l'AS Monaco. Après les tests médicaux d'avant-saison, les hommes de Leonardo Jardim ont repris le chemin des terrains du centre d'entraînement de la Turbie, et ce, dans la bonne humeur et sous le regard d'une cinquantaine de supporters. Dès qu'on a su que l'entraînement reprenait, c'est vrai qu'on a pris la voiture et on est venu les voir, ouais. On était impatients. Ouais. Oui, ça nous a manqué vivement les matchs. Là, ils ont l'air en forme, hein, on va dire, pour une reprise. Toujours fidèle. Comme chaque année. Dagé Monego. Merci beaucoup. Bienvenue Benjamin. Ouais, bienvenue et bonne saison. Apporte-nous tout le bonheur qu'on a besoin. J'espère. Et bonne saison à toi. Ouais. C'est gentil, merci. Ces entraînements ouverts au public sont l'occasion pour ses fans de découvrir les nouvelles recrues telles que Benjamin Mendy et Youssef Aïd Benasser qui viennent de s'engager pour 5 saisons avec l'AS Monaco. C'est aussi l'opportunité de revoir des joueurs de retour de près, à l'instar de Valère Germain ou de Ronny Lopez. Les nouveaux joueurs, ils aiment bien travailler et les plus vieux joueurs essayent d'aider et donc c'est plus facile pour tout le monde. Les entraînements aujourd'hui c'était dur mais c'est important pour préparer bien la saison, c'est très important mais c'est dur quand même. Alors que certaines rumeurs annoncent l'arrivée d'autres joueurs, l'AS Monaco s'envolera bientôt en stage avec au programme des matchs amicaux et fin juillet, le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne saison. Merci. Et vous venez de le voir dans ce reportage, de nouvelles recrues pour l'instant pour l'AS Monaco, Mendy et Benasser. Un départ enregistré également celui de Luis Campos, conseiller spécial de Vadim Vassiliev. Arrivé en principauté en 2013, le Portugais était notamment en charge du recrutement l'an dernier. Voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts.
Jeudi, temps assez lourd avec quelques nuages par moment et des températures qui iront de 23 à 26 degrés. Vendredi, belle journée, des chaleurs estivales et une maximale de 27 degrés. Samedi, pas de changement notable avec un thermomètre identique à la veille. Et enfin dimanche, un ciel plutôt bleu au programme et des températures allant de 23 à 28 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro d'Hors Cadre, cette fois-ci dédié à Philippe Verdier. À très bientôt sur Monaco Info.